on est enchanté de vous accueillir au Grand Palais sur le stand d'Énergie 2050 que nous avons organisé avec nos partenaires, dont Sofreco qui nous soutient pour la conférence climat. Donc l'association Énergie 2050 a eu le plaisir de contribuer modestement mais avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement à plusieurs CPDN. On va avoir l'occasion d'en parler ici pendant un moment. Les CPDN, les contributions prévues déterminées au niveau national qui participent de l'accord de Paris et qui ont fait finalement la base des négociations en termes de l'ambition, sachant que bien sûr, même si nous ne sommes pas au rendez-vous, ça reste un exercice tout à fait particulier. On aura l'occasion d'en parler pendant à peu près une heure et demie. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table, nous avons le plaisir de partager ensemble Expertise France, qui a été le chef d'orchestre de cette aventure CPDN, dont la représentante nous expliquera plus en détail la facilité mise en place par l'AFD et puis comment s'est organisé ce processus. Il y a un collègue d'Énergie 2050 qui a été dans l'équipe Sénégal sur la partie économique. On a le chef de la mission Bénin, le chef de la mission Burundi, et à ma gauche, Gaël de Sofreco qui a piloté l'exercice pour les 4 personnes d'ici. Et donc, je vais passer de ce pas la parole à Gaël. Merci. Merci. Alors, en effet, on a voulu faire cette table ronde pour pouvoir un peu faire une sorte de débrief suite à l'exercice d'appui à l'élaboration des CPDN dans les quelques pays qu'Expertise France a bien voulu nous confier. Alors voilà, nous avons donc Jean-Philippe Jaurès qui est à ma gauche, qui a été chargé de la mission au Burundi, qui s'est déroulée dans des conditions un petit peu compliquées puisque c'était une période politiquement assez instable. On a Kenel Delouska qui s'est occupé des CPDN, de la CPDN du Bénin, qui a finalement été aussi un petit peu compliqué puisqu'en parallèle de notre équipe, il y avait une autre équipe qui travaillait sur le même dossier et qui a publié sa CPDN en juin. Et donc pour le Togo et le Sénégal, pour le Sénégal on a les deux Stéphane d'Énergie 2050 et pour le Togo, Stéphane Poufari. Donc l'objectif de cette discussion, ce serait un peu de faire le point sur le déroulement, les processus d'élaboration, qu'est-ce qui s'est bien passé, quels étaient les points fondamentaux pour réussir à élaborer ces documents, les difficultés qu'il y a eu à obtenir les données, à obtenir des consensus et à faire des documents qui sont finalement des documents politiques stratégiques adoptés au plus haut niveau. Comment faire des documents qui soient transparents et fiables, donc avec des données de bonne qualité. Ça, je pense que tout le monde a un petit point de vue sur ces questions-là. Et on va glisser doucement vers une autre question qui sera maintenant comment on fait pour mettre en œuvre ces documents qui ont été présentés devant le monde entier sur la plateforme des CPDN et qui ont fait l'objet d'une discussion, qui sont l'objet des discussions de la COP actuellement. Alors, oui, peut-être je vais commencer par donner le micro à Imen Benrabah d'Expertise France pour expliquer la facilité INDC qui est financée par l'AFD. Merci Gaëlle. Donc, je me représente, Imen Benrabah d'Expertise France. On a effectivement été le chef d'orchestre d'une facilité de 3,5 millions d'euros que la France a voulu mettre en place au moment où a été annoncée cette volonté de mettre en place des contributions nationales il y a à peu près un an. Donc la France qui a mis en place cette facilité à travers des fonds de l'AFD, donc 3,5 millions d'euros, nous a été confiée à nous Expertise France pour trouver donc en un temps très restreint mobiliser autant d'experts pour atteindre l'objectif et pouvoir permettre à tous ces pays d'établir donc ces fameuses CPDN. Ça n'a pas été une tâche facile, ça c'est sûr, et je pense que les personnes qui sont avec moi autour de cette table pourront en témoigner également. On a en tout aidé 26 pays à faire leur CPDN, qui ont été soumises en temps et en heure finalement, parce que donc on avait un calendrier très restreint avec une soumission avant le début de la COP 21 pour permettre d'utiliser ces contributions dans les négociations climat.
Et donc, Sofreco, Énergie 2050, on a eu un grand nombre de bureaux d'études spécialisés qui nous ont permis d'atteindre cet objectif et de mobiliser donc une expertise de haut niveau, autant au niveau international et national, et donc voilà, de surmonter les défis de manque de données, de mobilisation des différents ministères. Voilà, on a eu beaucoup de... Parce que comme on a fait un appui sur l'ensemble du processus, on a pu voir vraiment, on a eu un éventail de toutes les contraintes. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire fièrement qu'on a atteint l'objectif. Et on pourra rentrer dans les détails de comment on a pu l'atteindre autour de cette table ronde. Et je suis très, très heureuse d'être ici parmi vous. Merci pour cette invitation. Oui. Alors, en fait, pour rappeler le processus politique des CPDN dans le cadre de la COP 21, suite aux différentes COP, et notamment celle de Lima, il avait été demandé aux différents pays membres d'élaborer des documents dans lesquels ils pourraient s'engager sur les efforts qu'ils peuvent fournir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, initialement, c'est beaucoup pour les atténuations des gaz à effet de serre. Et puis petit à petit, ça a évolué vers un document qui doit aussi permettre aux pays de montrer ses besoins en termes d'adaptation, puisque pour les pays les plus sensibles, pour les pays les plus faibles, et notamment pour les pays d'Afrique, qui sont très peu émetteurs, la problématique pour eux, c'est avant tout de pouvoir s'adapter à ce changement qui est de fait, qui de toute manière a commencé. Et donc pour ces pays qui sont très peu émetteurs, la question avant tout, ça va être de s'adapter. Donc effectivement, la mission, c'était de pouvoir réaliser ces CPDN, donc contributions prévues, déterminées au niveau national, avant la fin septembre, qui était la date limite demandée par la CNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour permettre de faire une synthèse, un résumé de toutes les CPDN, afin d'avoir une idée de vers quoi on tend, pour pouvoir utiliser ces documents pour les négociations. Et les CPDN, ce sont des documents qui engagent le pays. C'est un document qui doit être approuvé à un haut niveau, donc souvent par comité ministériel ou par le président ou par voilà, des hauts dirigeants politiques. Donc toute la difficulté de cette mission, c'était de réussir à leur faire valider en assez peu de temps finalement, puisqu'il fallait que ce soit prêt pour la fin septembre, des documents engageants sur beaucoup de secteurs différents, à la fois l'agriculture, l'énergie, les transports, les déchets, la santé, enfin beaucoup de secteurs différents, pour adopter des options, des mesures qui permettent d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et qui permettent de s'adapter. Donc voilà, nous, notre consortium Sofreco, Énergie 2050 et FCG avait été retenu. On a réalisé plusieurs missions, dont le Bénin, le Burundi, le Togo, le Sénégal, mais aussi Djibouti, l'Angola et plusieurs pays du Pacifique pour les appuyer dans cette mission-là. Et effectivement, tous ont soumis un document. Tous les pays se sont engagés sur des réductions d'émissions et sur un programme d'adaptation qui serait à mettre en œuvre pour pouvoir s'adapter au changement qui est ainsi prévu. Alors peut-être je commencerai par poser la question à chacun des experts qui ont participé à la mission, ainsi qu'à Madame Benraba qui a pu observer les produits rendus, sur comment est-ce qu'on a pu réussir à faire des documents qui soient fiables et qui puissent être validés à un haut niveau par les pays. Alors peut-être... Merci Gaël. Bon, je dois avouer que effectivement là c'était pas une tâche facile, ok.
de réaliser un document de cette portée en si peu de temps. Bon, dans le cas du Bénin, là, ça a été encore beaucoup plus spécial et comme Gaël l'a si bien annoncé au début, là, donc on s'est retrouvé avec un processus parallèle d'élaboration de la CPDN du Bénin. Donc du coup, on a dû ajuster notre plan de travail en ce sens qu'on ne pouvait pas recommencer à zéro, donc il fallait voir comment vraiment contribuer à avoir un document de qualité, là. Donc dans ce sens qu'on a fait, on a évalué un peu le travail qui a été fait par l'équipe qui travaillait un peu avant nous sur la CPDN du Bénin. Donc ensuite, on a fait une synthèse de surtout des forces et des faiblesses et comment nous on comptait combler les faiblesses qu'on avait identifiées dans le document de CPDN du Bénin. La difficulté majeure là, en dehors des aspects politiques de la question, c'était surtout la qualité des données ou bien la disponibilité des données, surtout pour pouvoir élaborer les stratégies, les options d'atténuation et les scénarios d'émission pour le futur. Bon, vous savez que même dans les pays développés, là, le problème de qualité ou bien de disponibilité des données se pose toujours. Donc c'était également le cas pour le Bénin, mais on a essayé de contourner autant que faire se peut là, ce problème de manque de données ou bien de qualité des données. Mais ce qui était intéressant là, dans la stratégie, dans l'élaboration de la CPDN du Bénin, c'est vraiment l'implication et l'engouement des différents acteurs, là. Et ceci pourrait justifier un peu le fait qu'il y avait des travaux parallèles là, qui se faisaient. C'est-à-dire les acteurs étaient vraiment intéressés à élaborer un document qu'ils estimaient stratégique pour le pays là, en termes de lutte contre les changements climatiques. En fait, l'une des priorités pour le Bénin, c'est effectivement l'adaptation, mais par contre, ils ont fait pas mal là, en termes d'atténuation. C'est-à-dire, si on regarde les grandes orientations en matière d'atténuation, donc c'est quand même très ambitieuse là, pour le Bénin. Donc, ils se misent surtout sur, en dehors du secteur des transports et des énergies, mais également sur l'utilisation des terres, c'est-à-dire sur la foresterie et la restauration et la restauration des terres dégradées. En fait, mais avec Sofreco et les autres membres du consortium, notamment Énergie 2050, il y a un effort additionnel là. C'est-à-dire on voulait pousser les responsables du Bénin à penser déjà à la mise en œuvre de la CPDN. Okay? Bon, moi, je participe activement là au niveau des négociations, donc c'est sûr qu'il va y avoir des suites à ces CPDN, notamment la révision des CPDN tous les 4 ou 5 ans, mais je pense qu'on va retenir en 5 ans. Et aussi, ce qui est important là, c'est les systèmes de suivi et évaluation, les systèmes MRV. Okay? Donc, c'est un aspect qui est sur lequel on met beaucoup d'accent au cours des négociations et je pense que les acteurs béninois avaient une certaine longueur d'avance là sur cette question parce que dès l'élaboration de la CPDN, ils avaient commencé à penser déjà au système MRV et aussi à la mise en œuvre de la CPDN. Bon, la principale leçon apprise là, bien entendu, il y en a beaucoup là, mais dans le cas du Bénin là, c'était vraiment avoir la confiance des différents partenaires sur le terrain. C'est-à-dire, bon, on s'est retrouvé avec ce petit problème politique là, le fait qu'il y avait un autre travail parallèle qui se faisait, mais le fait qu'on a pu quand même bien écouter les besoins des acteurs béninois là, donc ça nous a permis de non seulement rattraper le processus, mais également de pouvoir les accompagner de façon très soutenue là jusqu'à la soumission, la deuxième soumission là, de la CPDN. Donc voilà en gros là ce que je pourrais dire là sur l'expérience béninoise là. Je vais faire peut-être un petit retour sur notre contribution à la CPDN du Sénégal, sachant que dans notre cas,
ce n'est pas nous qui avons préparé la CPDN du Sénégal, hein. On était là en accompagnement du Sénégal qui a rédigé lui-même son CPDN. Nous, on a contribué de façon très modeste, d'une part, en prenant les scénarios d'adaptation et d'atténuation que les experts sénégalais ont élaborés et en les regardant d'un œil sous l'angle, j'allais dire, du développement et non plus sous l'angle simplement de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique. C'était l'objet du mandat qui nous avait été confié, de faire une analyse économique des scénarios d'adaptation et d'atténuation proposés par le Sénégal. Je dirais que l'expérience que j'en tire, d'abord la difficulté aussi qu'on a rencontrée, elle a été, bon, d'une part le timing très difficile pour nous, puisque nous dans cette étude socio-économique, on arrive en bout de chaîne. Il nous fallait les scénarios d'atténuation et d'adaptation pour pouvoir donner des conséquences d'ordre socio-économique et sociétal. Sociétal au sens économique, donc social, et puis aussi environnemental, mais en termes de, je dirais, de co-bénéfices ou même de risques à la fois économique, social ou environnemental, qu'on pourrait ou qu'on devrait prendre en compte quand on propose des scénarios d'atténuation ou d'adaptation tels que ceux qui ont été proposés. Donc nous, notre problème, il y a du problème de timing parce qu'il y avait un temps réduit pour faire ce document, quoi. Et puis de données, bien entendu, comme pour vous. Donc je dirais que la bonne surprise, ou en tous les cas le fait que, pour répondre à la question de savoir comment vous avez fait pour donner ou pour préparer ou pour contribuer de façon solide et rigoureuse avec les informations que vous avez eues, quoi. Nous, au Sénégal, les gens qui ont préparé ce CPDN, l'expertise que nous on a observée, elle est manifestement de très bon niveau, et les réflexions sur les questions d'économie verte et de durabilité au Sénégal, elles ne sont pas nouvelles dans le cadre de ce CPDN, elles ont existé par avant, et donc il y a tout un tas d'informations qui étaient là sur la table, quoi. Donc dans le cadre de ce CPDN, un des éléments que nous on a considéré d'un point de vue socio-économique, c'était à minima au départ de poser les bonnes questions par rapport aux scénarios qui ont été proposés. Alors on a fait une sorte de scanning de chaque secteur, d'une part, et puis une analyse plus macro sur un ensemble de variables, d'une part macroéconomique standard, commerce extérieur, balance des paiements, donc flux financiers inclus, taux de chômage, emploi, etc. Et puis, on a aussi voulu intégrer la question des territoires, parce que la CPDN, elle se décline aussi par territoire, si on va un peu plus profondément. Donc ça fait partie des éléments qui ont des conséquences économiques à considérer, puisque l'idée, c'était quand même de voir si les scénarios proposés... je vais parler plus fort parce que je pense que le micro... Mais le micro, à mon avis, manque de piles. Donc je disais... Ouais, ok. Donc l'idée quand même de l'étude qu'on avait à faire, c'était de savoir si, avec les éléments sur l'adaptation et l'atténuation qui étaient proposés, le Sénégal allait se diriger vers une croissance inclusive. Une croissance inclusive, ça veut dire une croissance qui à la fois répartit les richesses de façon, je dirais, de façon juste et large, et puis aussi une croissance qui permet le développement des activités économiques sur l'ensemble du territoire et non pas sur certaines zones bien précises. Donc c'est ça la question de la territorialité, ou en tous les cas notre lecture des scénarios sous l'angle de la territorialité. Donc pour en revenir à ce que vous disiez, la solidité et la validité du document, en fait, on a trouvé énormément d'éléments dans des études, en particulier issues de la réflexion sur la croissance verte au Sénégal, qu'on a pu rapprocher des scénarios que le Sénégal a élaborés spécialement pour la CPDN, donc qui nous a beaucoup aidé à donner des informations solides, d'une part, et d'autre part, on a procédé à une interview quasi systématique de l'ensemble des partenaires et des acteurs importants dans cette question économique liée au scénario, et en particulier le secteur privé, mais aussi donc par le biais de représentants d'entreprises,
mais aussi tout un tas d'acteurs qui ont participé aux ateliers organisés par le Sénégal, parce que la démarche au Sénégal, elle a réellement été participative. C'est-à-dire que le Sénégal a réellement organisé les ateliers pour consulter les acteurs. Donc nous, pour pallier à la fois aux problèmes de calendrier qui nous étaient, auxquels on faisait face, et aux problèmes de difficulté à collecter des données, on a interviewé une quantité de personnes en face à face considérable. C'est ce qui nous a permis de livrer un document qui a certainement été utile. En tous les cas, le ministère de l'Environnement du Sénégal nous a remerciés parce que le document leur a été utile. Peut-être je donne la parole à Stéphane, parce qu'il y a un élément dans notre projet, à mon avis, qui est très important, c'est cet accompagnement du dialogue politique de haut niveau, qui a largement contribué aussi à la réussite de cette analyse économique. Alors, je vais effectivement compléter. Ça marche le micro? C'est assez étrange. Mais bon. Donc je vais effectivement compléter parce que le mandat qui nous était donné était un mandat un peu hybride et un peu atypique dans le paysage des CPDN, puisqu'on avait d'une part une analyse socio-économique et d'autre part on avait aussi un accompagnement du dialogue au niveau. Alors ce dialogue au niveau, là très clairement parmi les leçons, on a commencé à en parler tout à l'heure un peu en aparté, très clairement moi je souscris pour qu'il se reproduise de manière systématique. C'est-à-dire très clairement, vous le savez, on participe aux négociations climat, indépendamment de l'exercice simplement d'écrire les CPDN ou modestement de contribuer, parce que c'est les pays qui les écrivent. Mais très clairement, j'en profite pour dire qu'on fait le guide des négociations pour la francophonie et d'autres choses. Donc on a vraiment les mains dans le politique et dans le cambouis à Énergie 1050. Et là, dès lors qu'on a fait l'accompagnement politique du haut niveau, moi je pense que c'est une étape essentielle. Et très clairement, on l'a dit au ministre de l'Environnement et ça a été repris par les différents ministres. Je pense que la démarche qu'a fait le Sénégal doit être reproduite ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs derrière le CPDN. Il y a des peurs réelles et qu'on a vu nous tout le long de l'exercice et même qu'on accompagne par rapport à d'autres pays, indépendamment de l'exercice qu'on a pu faire dans le consortium et qu'on fait avec la francophonie, le PNUE ou d'autres dans des instances différentes, mais qui produisent du savoir sur les négociations climat, c'est que dès lors qu'il y a eu l'exercice, et tout à l'heure, je vais me permettre juste une petite bifurcation pour rappeler, les CPDN au début n'étaient qu'atténuation. On en a parlé dans l'accord de Lima en disant on peut ouvrir la porte, mais c'était une porte juste ouverte, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait même pas de guide. On avait laissé l'opportunité aux pays en développement d'en parler. À Genève, on y était, moi j'y étais, on a fait un grand atelier dans l'enceinte et des tonnes d'ateliers parallèles avec la francophonie pour nos amis francophones. Et on a ouvert la porte à l'adaptation, mais qui a laissé des peurs chez nos amis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être, et ça c'est une phrase qui n'est pas de moi, être le meilleur élève. Donc ils se disaient, mais si je vais trop sur l'adaptation, je ne vais pas être bien parce que je dois montrer l'adaptation, de l'atténuation. Et on a dû gérer des réelles peurs. Et quand je ne dis pas des peurs, c'est des peurs tout à fait légitimes. Donc du coup, ce dialogue au niveau qu'on a eu au Sénégal nous a permis d'avoir un lien de proximité avec les ministres. On a eu une réunion intergouvernementale, ce qui n'est pas si courant que ça, sur le sujet climat. Je ne dis pas qu'on a changé la face du monde parce que ce serait totalement faux, mais néanmoins, on a eu ça plus d'autres instances, parce qu'il y a eu aussi des réunions nationales, internationales, le Conseil économique et social, d'autres instances, mais qu'on fait que ce dialogue au niveau, on a pu échanger avec des ministres sur leur portefeuille d'action, en interagissant, j'ai envie de dire, dans un climat de confiance. On en parlait tout à l'heure parce qu'on est déjà présent au Sénégal depuis des années, parce que le CPDN, c'est un exercice de confiance. Pourquoi? Parce que le pays entend un mot, je m'engage. Et ça, on ne l'a pas suffisamment dit, c'est la première fois dans le cadre des négociations climat, depuis le début, qu'on a un processus ascendant. C'est-à-dire les pays contribuent à un exercice collectif qui va être mutualisé et dire je suis ou pas dans la fenêtre des 2 degrés négociés ici à Paris. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est super nouveau. Ça vient de l'échec de Copenhague, ça vient de l'échec du protocole de Kyoto, ça a commencé à Durban, c'est la plateforme de Durban qui déroule. Et aujourd'hui, pourquoi ça ne se passe pas si bien que ça encore à Paris? C'est qu'on n'est pas sur les 2 degrés parce qu'on n'est pas dans du descendant. Donc quand on parlait, nous, au Togo, au Sénégal, mais dans les autres pays sur lesquels on travaille, Énergie 2050, on était constamment confrontés à ces véritables peurs. Et que je maintiens, elles sont légitimes. Parce qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui encore la forme juridique de ce document. On a beau dire qu'elles sont contraignantes, on n'en sait rien. On ne sait pas quelle va être, est-ce que ça va devenir des engagements déterminés au niveau national? Est-ce que ça va devenir, quel est le processus? Donc ce processus, et alors là vraiment on remercie nos amis sénégalais comme ils ça dans les termes de référence, parce que ça nous a permis une proximité réelle, qui a été adossée à des documents qu'eux-mêmes ont choisis. On en avait un peu parlé, mais c'est eux qui ont piloté le pilotage de la communication. Ils ont choisi un guide des négociations pour les décideurs, qui a été diffusé massivement jusqu'à la fin. Ils ont travaillé et aujourd'hui ils se l'approprient sur une charte sénégalaise. Alors c'est super nouveau.
on a beau dire, mais c'est super nouveau. Et nous qui avons eu le plaisir de la faire pour eux, avec eux, on a fait une charte inclusive. C'est-à-dire c'est le Sénégalais qui en fait une cause nationale. Et bien tout ça, je pense que pour le demain de la CPDN, c'est bon. Et ce dialogue au niveau, je répète, a permis de travailler en confiance. Nous devons dédramatiser l'exercice, nous devons rentrer par la porte du développement, et vraiment le mandat qu'on a eu, il était compliqué, mais il était super intéressant. On a essayé de le dupliquer sans mandat au Togo, ça a marché. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure où je bondis déjà sur le Togo. Mais sur le Togo, on a réussi dans le cas du CPDN, on est déjà très présent au Togo avec l'école africaine des métiers de l'architecture, de l'urbanisme, avec le ministère de l'Environnement, sur d'autres documents. Là, on a réussi un challenge et je suis super content que nos amis togolais l'aient mis dans leur CPDN. Au lieu de parler atténuation, on a parlé développement bas carbone, résilient, adaptation, avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. Ça, pour moi, c'est un CPDN noble. Noble parce qu'on est dans l'esprit de la Convention cadre, on est sur l'équité, on est sur le principe de la différenciation. Et là, en l'occurrence, dans le cadre du Togo, ils ne sont que 0,03% des émissions mondiales. Donc, ils avaient des peurs, et vraiment des peurs qui ne sont pas des peurs irrationnelles. Ils avaient peur qu'on parle de l'usage de la terre. Ils avaient peur qu'on parle de l'agriculture, puisque c'est des puits de stockage. Ils avaient peur qu'on parle de plein de choses. Et du coup, quand on est rentré par la porte du développement, honnêtement, on a eu un processus, je ne veux pas dire qu'il était génial, parce qu'on a beaucoup travaillé, il était lourd, il y avait beaucoup de gens actifs, mais on a eu un processus que moi j'ai trouvé en tous les cas, j'ai envie de dire un vieux routier, j'ai trouvé que c'était un processus créatif. On a souffert, bien sûr, ils ont souffert. Nos amis qui pilotaient le processus au niveau national, je pense qu'ils ont bossé nuit et jour sur le CPDN, il faut être clair. Ça a duré 4 ou 5 mois, on a passé des nuits blanches dessus, mais c'est un processus de développement. Et ça, c'est bien parce qu'on a eu la chance du coup que le Premier ministre s'en empare. Il venait d'être nommé, il a entendu parler de la mission CPDN, on l'a rencontré le lendemain de sa nomination. Moi, j'ai passé 1h30 avec lui, on a discuté vraiment, techniquement parlant, de l'ambition du CPDN. Il y avait le ministre de l'Environnement. Donc tout ça, c'est des moments, et je le dis à Expertise France, qu'on doit renouveler. Parce que dans le processus onusien, on ne les a pas. Nous, on connaît les délégations, je sais que tu es dans la délégation haïtienne, nous on accompagne plein de délégations. Bien sûr qu'on a ce sentiment de proximité, mais on n'est pas négociateur du pays. Qu'on le veuille ou non, on est des éléments bienveillants. Les pays ont besoin d'être en confiance parce que actuellement dans les négociations climat, on navigue à flou. On est dans le flou. Donc pour revenir au Togo, sur les chiffres concrets, ils ont fait comme les autres. Il y a un processus inconditionnel. Ce processus inconditionnel, et je crois qu'à Haïti, puisque tu accompagnes la délégation haïtienne, on a fait un atelier à Haïti aussi, c'était d'adosser le CPDN à du réel. Ça a été dit par Gaël tout à l'heure, la transparence. Le CPDN est un exercice qui peut prendre une tournure légale très particulière. Conclusion, nous on a passé le temps, et je peux le dire, j'ai fait des ateliers dans tous les ateliers régionaux de la francophonie, on les a pilotés, on a été dans à peu près 40 pays. Donc on a eu à peu près 40 pays autour de la table. Donc on peut dire, il fallait à un moment donné apaiser l'ambition. Parce qu'on a eu des CPDN, on ne va pas citer des pays, qui ont été remodifiés en chemin, parce qu'au début c'était que atténuation. Et ça, pour un PMA, pays moins avancé, pour nos amis auditeurs, c'est juste un contresens. Donc du coup, ce processus-là, il a fallu le construire. Il a fallu l'inscrire parce que sinon on aurait pu avoir une ambition démesurée qui n'est pas en réponse à un processus, même à Haïti, d'un pays parmi les moins avancés. Donc du coup le processus a été construit par rapport à ça, mais l'inconditionnel est adossé à des mesures. Donc moi je me souviens quand on a parlé de l'énergie par exemple, ils voulaient mettre des missions, des objectifs. Voilà, 2030 on sera à 30%. Ça c'est pas un chiffre CPDN. Le chiffre CPDN doit être adossé à dire 20% parce que je vais faire ça fiscalement, je vais faire ça réglementairement, je vais faire ça techniquement, je vais faire ça renforcement, tout en ne faisant pas ce qui est dans le principe du développement, parce que ce n'est pas le même agenda. Et ça a été ce qu'on a essayé de faire, je le dis modestement, on l'a fait indirectement avec d'autres pays amis comme le Niger ou autre, mais très clairement, on l'a fait hors du processus, mais dans le cadre du Fonds vert, et très clairement, je pense que c'est ça qu'il y a dans le CPDN du Togo, il est éminemment perfectible, parce que dans le délai, il y a eu de la modélisation, atténuation, il y a eu de la modélisation sur les risques et aussi sur les scénarios climatiques qui impactent sur les deux, atténuation et adaptation. Mais tout ça fait que c'est un document qui fait que la feuille de route du Togo peut être crédible par rapport aux propres impératifs. Et sur la partie conditionnelle, ils ont compris l'ambition, ils ont compris qu'il fallait aussi chiffrer parce que les bailleurs vont demander un processus de transparence.
Désormais, même pour avoir accès au fonds vert, adaptation, c'était moins le cas, mais il y a peu d'argent. Le fonds vert pour le climat, il va falloir du MRV, de la mesure, du reportage, du vérifiage. Donc si on n'a pas un processus itératif réellement basé sur du concret, ils n'auront pas accès au financement, même au bilatéral. Donc voilà. Donc tout ça, je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tous les cas, je pense que leur CPDN reflète ça. Et très clairement, je tiens à souligner que nous ne sommes que des facilitateurs. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne dit pas suffisamment. Même nous, des fois, dans nos dérives de langage, on dit qu'on a fait. Sincèrement, on n'a rien fait. On a utilisé les talents togolais pour les mutualiser, comme au Sénégal. Et très clairement, on a écrit avec eux leur feuille de route, mais c'est un document national. Chaque ligne a été pesée par l'ensemble des parties. Nous, on a eu ils ont même fait des projections communes pour discuter ce qu'on avait écrit. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement lire, faire un mode suivi sur un document, ils ont projeté sur un écran. Donc c'est quand même vraiment des trucs, moi je trouve ça génial quoi, comme processus, pour discuter ensemble, en temps réel, des documents. Nous, on est super fiers du processus parce que c'est un véritablement processus participatif. Et je termine, et comme ça je m'arrête dessus, que c'est aussi un processus inclusif. Ça, je pense que vous y avez tous veillé parce que c'était notre mandat, c'est le mandat des CPDN, et c'est aussi le mandat de ce que nous on a fait avec les ateliers de la francophonie, c'est qu'il fallait tout le monde autour de la table. Et c'est pas facile. Nous, on a exigé que les gens viennent les 2, 3, 4, 5 jours des ateliers. On les faisait signer le matin et le soir. Parce qu'on était chez eux. Et quand vous venez chez moi, je suis toujours dépassé. C'est normal. Là, chez eux, ils étaient tous dépassés. Pour les kidnapper pendant le nombre de temps nécessaire, on les faisait signer le matin, en fin de demi-journée, le lendemain, et le truc, on faisait ça. Et bien, ça a marché. Sauf qu'à la fin, ils étaient là, même quand on faisait signer quand même, puisqu'on avait fait une règle du jeu. Mais parce qu'ils se sont pris au jeu. Et du coup, ça nous a demandé plus de boulot, mais c'était super intéressant. On a fait pas mal de revues, évidemment, parce que c'est un processus itératif. Et voilà, ça c'est l'aventure du Togo. Alors évidemment, elle est différente de celle du Bénin, où je sais que le Bénin, il y a eu de la souffrance, ou Djibouti ou d'autres. Mais là, très clairement, je pense que c'est un processus, on en est extrêmement content, parce qu'on pense qu'ils en ont vraiment fait un document national. Et je crois que le Togo, en tous les cas, a compris l'enjeu du CPDN et en fait son porte-parole lui-même. Voilà. C'était un peu long, mais je voulais rappeler les bifurcations, les méandres politiques de ces exercices de CPDN qui aujourd'hui terrorisent encore plein de pays. Je vais vous faire une anecdote et je m'arrêterai là. On a travaillé pour vous aussi, Expertise France, avec Sofreco dans le Pacifique. Je ne vais pas citer le pays parce que très clairement, j'en suis même très triste. Mais quand on est arrivé là-bas, on a un pays qui m'a sorti, et vraiment, j'en ai encore presque la larme à l'œil, qu'ils allaient faire 100% ENR en 2020. Mais sincèrement, les gens qui les ont accompagnés, il faut qu'ils changent de métier. C'est juste un scandale. Ils sont au début d'une période de comptabilité et on leur a vendu qu'ils pouvaient avoir par des mécanismes de marché. Mais franchement, c'est un assassinat institutionnel. Et je le dis vraiment devant la caméra, on ne peut pas faire ça. On doit être bienveillant. Et donc du coup, évidemment, on a aidé ces pays à reprendre leur copie. Mais voilà, parce que le CPDN, c'est un document réellement éthique, qui est une feuille de route du pays, et nous tous qui étions missionnés pour le faire, comme ça a été très bien dit par mon collègue, je crois qu'on s'est un peu investi plus que prévu, parce qu'on ne fait pas ça, c'est pas un simple contrat qu'on est en train de faire parce qu'on a été sélectionné sur le prorata de nos CV ou de nos références institutionnelles, Énergie 2050, Sofreco ou d'autres. C'était quand même des contrats pays, et cela on ne peut pas se permettre de les manquer, parce qu'on est amis de ces délégations, et quand on fait ça, on doit faire du bon boulot. Voilà. J'ai un peu, mais pour montrer que ce CPDN-là, c'est des documents particulièrement importants. Et dans l'accord de Paris, il doit y avoir une forme juridique qui est élégante pour nos amis du Sud, parce que sinon, ça ne va pas être bien. Voilà. Je passe la parole à Gaëlle à nouveau. Merci. Oui, merci. En effet, ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre que c'est un document, c'est le document du pays, c'est le pays qui s'engage, c'est en aucun cas le consultant. D'où ma question qui était comment vous avez fait en sorte de faire un document qui soit d'un point de vue donné, d'un point de vue information fiable, et qui puisse être approuvé, validé à un niveau politique important, qui puisse être porté pour pouvoir être mis en application par la suite aussi. Alors pour le Burundi, ça a été une histoire. Merci. Non mais bravo aux collègues pour le travail qui a été aussi intense. Et le Burundi, en quelques mots, je vais à mon tour mais être plus bref. C'est vrai que le contexte politique, c'est pas un scoop, ne facilitait pas, mais je dirais sous l'angle disponibilité, le peu de temps qu'on avait, vous avez eu 3 mois, on se plaint pas, on a eu 5 mois, on a eu
on a eu montre en main 15 ou 16 jours pour tout faire, l'atelier de démarrage, la consultation, l'identification des mesures. On s'en est sorti parce que le Burundi est un petit pays par sa superficie, mais je pense grand par la motivation en tout cas de certains de ses cadres et directeurs. Et là-bas, je ne connais pas les autres pays, mais l'avantage c'est qu'on avait, malgré les difficultés, une certaine complémentarité entre le point focal climat, la directrice de l'Institut national géographie, et la coordinatrice des CPDN, qui était elle-même animatrice de la commission du pays, la commission CPDN que chaque pays normalement a eue. Et sous l'angle peu de temps, comme vous tous, on a surtout travaillé sur les documents et la bibliographie, malheureusement pas sur place, mais à distance. Et je dirais de la complémentarité des experts nationaux qui malheureusement avaient été enlevés de notre équipe. On ne revient pas là-dessus. Et de la qualité de chacun, les propositions de mesures et d'options finalement émanées de chacun des experts avec l'agrément de la coordinatrice CPDN. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à, malheureusement, sans trop de temps pour la consultation, à proposer des mesures d'atténuation qui sont le reboisement un peu à la grande échelle sur 15 ans, la réduction aussi des émissions par la carbonisation améliorée du bois et les foyers améliorés. Le Burundi, c'est original aussi, un grand programme d'hydroélectricité, 5 centrales en cours de construction ou prévues pour plus de 30 MW. Alors ça ne concerne que 5 à 10% de la consommation électrique, mais ça fait partie de leur scénario inconditionnel. Voilà, en peu de temps, et voilà le dynamisme aussi le nouveau ministre qui est arrivé aussi à ce moment-là, qui nous a reçus et a mis toute son énergie dans la commission. On est arrivé, alors voilà, ce ne sont pas des mesures et options très discutées, mais elles émanent d'experts nationaux ou de certaines personnes ressources qui ont compris l'enjeu aussi, comme dans vos pays, Sénégal, et Togo et Bénin. Et voilà, donc c'était plus une affaire de personnes. Voilà, d'autres auraient baissé les bras et on n'était pas les seuls non plus à démarrer un processus début septembre pour une remise fin septembre. Mais ça c'est grâce à la bienveillance de chacun, ça a pu se redresser. Après, bon, on parlera peut-être après des propositions. Pour une future... Oui, je voulais te dire, ce qui nous a aidé aussi, c'est un peu un travail en parallèle. Vous savez que dans tous les pays, il y a des communications aussi tous les 5 ans ou tous les 10 ans en fonction des pays. Bon, on avait la chance aussi de bénéficier de la communication des Nations Unies sur le climat de 2010. Ça fait partie aussi des points importants. Dans certains pays, c'est beaucoup plus ancien. Voilà, malgré la multiplicité des documents, de politiques sectorielles, stratégies, etc., ce pays-là, le Burundi, avait la chance d'avoir un premier plan d'action national d'adaptation et une communication vraiment très élaborée. Et du reste, on le retrouve dans les propositions, à l'inverse du Togo notamment. C'est plutôt dans l'atténuation que nous autres experts dans l'équipe avons fait nos propositions de mesures et d'options, alors que côté adaptation, ils savaient vraiment de façon très précise quels étaient leurs besoins, notamment en renforcement des capacités et en transfert de technologie. Merci. Merci. Je crois que finalement, je me tromperai pas beaucoup si je dis que dans tous les pays où on allait, les équipes qui étaient chargées de la mise en œuvre, donc du côté des pays, étaient vraiment impliquées et vraiment conscientes de l'importance de ce document, et ce qui a permis d'aboutir au travail, au document qui a été soumis à la CNUC. Alors après, sur certaines missions, on a dû travailler sur un document qui s'appelle le guide de mise en œuvre de la CPDN. Donc ces experts ont tous commencé à réfléchir avec les différents pays aux différents aspects qui doivent être mis en place pour permettre une mise en œuvre réelle, correcte, efficace de toutes ces mesures. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à suivre pour s'assurer une mise en œuvre effective des CPDN maintenant que les pays se sont engagés? Kenel? Ok. Oui, effectivement, là, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire une fois que les CPDN ont été soumises, donc il fallait commencer à penser à leur mise en œuvre. Parce que les CPDN, ce n'était pas
l'élaboration des CPDN, ce n'était pas vraiment une fin en soi. Okay? C'était juste pour montrer comment les pays vont contribuer dans la lutte contre les changements climatiques, notamment en termes d'atténuation et d'adaptation. Bon, dans le cas du Bénin, là, par rapport à la mise en œuvre, effectivement, le consortium dirigé par Sofreco a effectivement accompagné les partenaires béninois dans l'élaboration également d'un guide de mise en œuvre qui était essentiellement constitué des ajustements au niveau des structures existantes là. C'est-à-dire au Bénin, bon, il y a une instance suprême au niveau national qui est le Comité national sur les changements climatiques. Mais pour la mise en œuvre, on a jugé opportun d'envisager une nouvelle structure au niveau de ce Comité national sur les changements climatiques. C'est plutôt une entité qui va être chargée de penser essentiellement à la mise en œuvre du projet et également de la CPDN, dis-je, et aussi à la mobilisation des ressources. Parce que l'un des points importants des CPDN, surtout pour les pays en voie de développement, c'est les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces actions qui figurent dans les CPDN. Okay? Donc, on a estimé important la mise sur pied d'un sous-comité spécial qui sera responsable de la mobilisation et de l'utilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des CPDN. Ensuite, mis à part cette structure, cette nouvelle entité que requiert la mise en œuvre des CPDN, on a également estimé important la mise en place d'un comité pour le suivi et évaluation des résultats des CPDN. Parce que, bon, advenant un accord à Paris, donc il faut que les pays soient en mesure de rendre compte de leur contribution dans la lutte au changement climatique. Donc, dans cette perspective, il était tout à fait approprié de penser à un sous-comité qui veillerait essentiellement à l'évaluation des actions qui ont été mentionnées dans la CPDN du Bénin. Question de pouvoir non seulement rendre compte, mais également d'ajuster les actions qui avaient été considérées dans la CPDN. Donc, ce document, ce guide de mise en œuvre a été remis aux décideurs à béninois et je les ai rencontrés, ça fait environ 2 ou 3 jours. Ils sont en train de voir effectivement là, comment tirer bénéfice, comment mettre à profit ce document, ce guide qui a été élaboré pour pouvoir non seulement mobiliser les ressources, mais commencer déjà à voir comment est-ce qu'ils vont mettre en place ce système de suivi-évaluation très important dans les engagements du pays vis-à-vis de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Oui, alors... On m'entend, je pense? Non? Merci, on m'entend? Oui, je pense qu'on m'entend. Alors plus d'un point de vue d'Expertise France, un point de vue plus macro, moi j'apporterai donc une vision plus macro de ce projet. Nous effectivement on a bien compris que l'objectif des CPDN à la base c'était un document de présentation des engagements, donc de ce que le pays pouvait faire dans ce processus-là, à savoir que donc, les CPDN sont sur une période 2020-2030. Il y a aussi le pré-CPDN qu'il faut préparer. On avait bien ça en tête quand on a commencé à monter la structure du projet. En amont, quand la France a décidé de mettre donc, en place cette enveloppe pour faire de l'appui technique au pays. Et effectivement, au moment de monter le projet, on a pris conscience de ça, on s'est dit, bon, pour faire un document où les pays pourront présenter leurs engagements, il faut aussi, c'est
pas un document de planification 2020-2030, mais il faudra quand même prendre ça, avoir conscience de ça pour pouvoir faire les engagements. On s'est rendu compte donc qu'il fallait vraiment accompagner le pays sur place à travers donc de beaucoup effectivement de consultations, d'interviews, leur faire comprendre qu'il ne suffisait pas juste de mettre des chiffres sur un papier, qu'il fallait comprendre ce que ça sous-entendait, en utilisant certains mots plutôt que d'autres, parce qu'on en parlait donc tout à l'heure en aparté, il y a des mots qui font peur. Engagement, c'est un mot très lourd pour certains pays. Et du coup, on a donc eu cette vision au long terme et on a donc voulu inclure dans les livrables, comme nous on appelle ça donc dans le jargon du métier, dans les documents à produire dans le cadre de cette assistance technique, un guide de mise en œuvre au final. Et effectivement, on se rend compte que certains pays qui étaient plus donc dans cette volonté, parce qu'on a bien senti dès le départ qu'il y avait une mobilisation très importante, c'est quand même un projet qui a été... les bénéficiaires de ce projet ont pu donc accéder à cette assistance technique suite à une requête formelle qu'ils ont adressée à la France. Donc derrière, il y a une certaine volonté. Et on a bien compris qu'il fallait quand même avoir cette vision au long terme de cette approche de stratégie nationale de bas carbone et de résilience contre le changement climatique. Donc c'est très intéressant de voir que tous les retours qu'on a eus des 26 pays sont à peu près, tout le monde s'accorde à dire la même chose, que effectivement la CPDN c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un début, c'est le premier jalon. Et donc nous on est très... on a hâte de savoir ce qui va se passer donc, pendant la COP21, de savoir quels accords vont être adoptés, quel consensus il va y avoir. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on estime, avec ce retour d'expérience, après ces 10 mois d'accouchement dans la douleur des CPDN, parce que je pense qu'on s'est tous beaucoup impliqués, de savoir le système de MRV qui va être mis en place, le système de révision tous les 4 ou 5 ans si j'ai bien compris, des CPDN, parce que tout ça c'est indispensable, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est que le premier pas. Un petit mot mais très rapide, parce qu'en fait nous on n'a pas travaillé spécialement sur la pré-CPDN et la mise en œuvre. Formellement on n'y a pas travaillé, parce qu'en fait pendant la préparation de la CPDN et pendant l'accompagnement qu'on a donné aux Sénégalais, on l'avait bien en tête cette idée-là. Et quand je disais il faut se poser les bonnes questions, c'est ces questions qu'on a posées. On a pris les scénarios, on leur a dit ok les gars, vous allez réduire de temps, mais qu'est-ce que ça implique pour que le scénario soit crédible? C'était la question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça implique? Ils nous disaient ça implique X millions de dollars. Ouais ok, mais ça c'est pas crédible, c'est pas suffisant, parce que tout le monde sait que quand on veut développer une filière X ou Y qui répond à des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien il faut prendre en compte que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'il faut de la formation. Ok, il faut des investissements, bien entendu, mais il faut de l'accompagnement du changement, on l'a dit tout à l'heure, à la fois pour les entreprises, mais à la fois pour le côté de la demande. On peut donner plein d'exemples comme ça. Hein. On dit dans certains pays, le prix de l'énergie est trop bas pour décourager ou pour que les énergies renouvelables prennent le dessus. Mais on sait aussi que le prix de l'énergie bas, dans plein de pays du monde, c'est en fait un outil social. C'est pour que plus de gens, et en particulier les plus pauvres, aient accès à l'énergie. Ce qui veut dire que la mise en œuvre d'un CPDN passe aussi par des transformations majeures de développement, comme la mise en place d'un système de sécurité sociale ou un système social de redistribution qui ne passe plus par la tarification de l'alimentation ou par la tarification de l'énergie, parce que évidemment ce sont des variables clés que l'on a identifiées depuis bien longtemps pour faire la transition, mais on ne peut pas y toucher pour d'autres raisons. Donc la mise en œuvre des CPDN, il faut aussi la voir à mon sens au niveau vraiment macro et dans les stratégies de développement des pays au plus haut niveau. Pour le Sénégal, on est parti du plan Sénégal émergent, parce que c'est le plan de développement du pays. Et le gros intérêt, je pense, qu'a eu la CPDN du Sénégal, c'est de revisiter ce plan pour prendre en considération les questions de durabilité et de changement climatique. Ce qui n'avait pas été fait, disons, ou en tous les cas, tout le monde s'est bien accordé pour dire que le plan Sénégal émergent ne contenait pas assez d'éléments de durabilité. Et donc je pense un des intérêts de cette CPDN a été de prendre en compte cet élément. Donc à mon avis, la mise en œuvre de la CPDN, ça passe aussi, et peut-être en premier, par la considération, l'intégration de ces questions dans les stratégies de développement.
Je voulais juste rajouter une petite chose là, pendant qu'on parle du fait que toutes les CPDN, c'est des documents perceptibles, c'est-à-dire c'est des documents qui sont sujets à amélioration. Effectivement, au cours des actuelles négociations, on est en train de penser à des révisions, même l'année prochaine là, des CPDN, parce que on s'était dit dès le début que c'était des documents dynamiques, c'est-à-dire même si les pays ont déjà soumis ces documents-là, mais on envisage déjà à les améliorer dans les prochaines années, là, dans la prochaine année qui arrive. Donc, effectivement, il y a toujours de la place aux améliorations dans les CPDN. Moi, je serai rapide. On a au Burundi malheureusement pas eu assez de temps pour échanger sur un guide de mise en œuvre. On a essayé aussi, après l'élaboration du CPDN, d'être le plus complet, le plus exhaustif possible. Je partage les avis des collègues. Là aussi, il faut peut-être imaginer dans le timing avec la CNUCC, un rapprochement entre ces communications qui de toute façon se font, je ne sais pas les autres pays, mais a priori c'était 2015 qui sont prévus. C'est vrai qu'à un moment donné, les cadres même restreints d'une commission CPDM se disaient ah, mais dans 3 semaines on fait la communication Nations Unies. Non, le travail qu'on a fait va leur être utile. Maintenant la mise en œuvre, effectivement, c'est sur le court terme, le moyen terme. Peut-être c'est des aspects sur lesquels un appui éventuel pourrait avoir lieu parce que les propositions sont nombreuses, les collègues l'ont dit, bon, dans un pays c'est plus l'atténuation qui a besoin d'appui, dans l'autre c'est l'adaptation. Bon, le cas du Burundi c'était assez fouillé, mais il y a de toute évidence un besoin, oui, d'accompagnement encore au-delà des CPDN pour assurer certaines formations, pas que sur les calculs d'émissions de gaz, mais c'est vrai pour reprendre ces options magnifiques ou mesures avec leurs outils et méthodes. On parlait ce matin d'outils et méthodes sur le bois énergie. Je pense que dans chaque secteur, il y aurait à mon avis un appui important à faire sur qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on met à la poubelle, vers quoi on continue, parce que dans le domaine que je connais mieux, il y a vraiment à prendre et à laisser. Et je pense qu'on a fait des bons documents de CPDN et ça serait dommage de pas faire cet effort de justement capitalisation, valorisation d'outils méthodes dans les deux domaines, atténuation et adaptation, qui pourraient d'ici 6 mois, 1 an, former plus de cadres de ces pays-là pour mettre en œuvre les premières années de leur feuille de route. Merci. Alors, je sais que Steph veut parler, mais très rapidement, je lui passe le micro après, mais pour dire que je pense que si, et là je fais un clin d'œil à Expertise France et j'enverrai le même message à AFD, je pense que s'il y a un bon accompagnement à être en place, il faut qu'il soit à partir de mars 2016. Février. Moi je vais être très clair. Là, l'histoire ne fait que commencer. Il faut être carrément clair. La seule chose que moi je suis certain qu'ils ont maintenant tous découvert, et peut-être même ceux qui coopéraient aussi, parce que je ne pense pas qu'il y a toujours qu'un côté descendant, mais très clairement, c'est la systémique, qui est notre cheval de bataille Énergie 1050, parce qu'on s'est quand même basé là-dessus. La systémique et la transversalité. Parce qu'on les a tous eu autour de la table. Et quand vous avez le ministre de l'énergie ou le gars de l'énergie, le directeur qui se retrouve en face du ministre de l'environnement ou de l'économie, là, et qu'on pose la bonne question, ce que vous disiez, ce que disaient mes collègues, inévitablement la réponse est différente. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en général ils ne se parlent pas. C'est quand ils ont leur portefeuille, chacun part sur sa feuille de route et on arrive à des contresens qui sont justes, mais qu'on a d'ailleurs dans nos pays du Nord. Je pense qu'on peut largement citer pas mal de pays, dont peut-être même le mien. Donc très clairement, on n'a pas de leçon à donner. Cette schizophrénie, on la vit malheureusement dans tous les pays. Sauf que là, chez nous, c'est plus difficile de les réunir tous autour de la table avec des gens extérieurs bienveillants qui vont parler. Là, on a eu cette opportunité unique. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un accompagnement, parce qu'il faut sécuriser ces commissions, il faut sécuriser les points focaux, il faut sécuriser le ministre de l'Environnement ou l'équipe qui est en charge d'eux, aura même à créer une structure climat. Certains pays, on en a parlé au Togo, c'est peut-être pas si stupide que ça, parce qu'elles sont quand même fragiles. Il faut être clair, l'équipe ministérielle, enfin environnement, par rapport à l'équipe énergie, sincèrement, ils ne tiennent pas la route, quoi. C'est pas une critique, c'est plutôt très bienveillant et avec beaucoup d'affection que je le dis. Il va falloir équiper ces gens-là pour collecter de la donnée, au-delà des communications nationales, parce que au Togo, ils le faisaient. Ils avaient la 3e qui était sur la table, qui était presque prête. Donc évidemment, on a tout collationné, croisé. Mais si on ne les aide pas maintenant, on peut perdre tout le bénéfice du travail qui a été fait d'un claquement de doigts.
Parce qu'il y a encore des opportunités de bilatérales dans les financements ou autres, et on sait très bien qu'il n'y a pas de coordination là-dessus. Il y a le fonds vert, mais qui est quand même complexe pour y rentrer. Il y aura très peu de transformationnels, il y aura beaucoup de petits projets. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut peut-être qu'on aide les pays. Alors, Expertise France, parlez-en. Et je pense même, pour aller encore plus loin dans la guide de la mise en œuvre, il faut qu'il y ait une stabilité dans les équipes d'appui. Je ne prêche pas pour nous. Il y en a plein d'autres qui ont du talent, parce qu'il faut de la confiance. C'est le mot qu'on n'a pas encore employé depuis tout à l'heure. On en a parlé en aparté. Ces gens-là, on est des humains, nous pareils. On a besoin de leur faire confiance quand ils nous parlent, et ils ont besoin de nous faire confiance. Et si on a eu du succès dans pas mal de pays, c'est parce qu'ils nous font confiance, parce qu'ils nous fréquentent au sens technique du terme, bien sûr humain, mais technique, produire des documents, produire des vrais projets, pour qu'ils voient que ce qu'on leur raconte, on y croit et on le fait. Parce que raconter une histoire, si on n'est pas capable de mettre un projet MDP, ou si on n'est pas capable de faire un vrai dossier pour un financement de projet et le mettre en œuvre, eh ben, j'ai envie de dire, on est un usual suspect et on fait pareil que les autres. Donc cette confiance-là, il faut que nos bailleurs, ils nous appuient pour qu'on puisse la construire avec eux. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est maintenant qu'on doit faire cet appui. Avant, c'est un appui nécessaire pour éviter des peurs. Mais aujourd'hui, il faut qu'on consolide. Et vraiment, alors des pays comme le Sénégal ont peut-être moins besoin, ils ont un nombre de commissions juste incroyable, mais ils ont besoin peut-être d'être avec des gens bienveillants extérieurs qui vont faire les traits d'union. Parce qu'on le sait tous, même chez nous, la légitimité de compétence d'un acteur politique, elle est quand même vraiment politique, quoi. Et les équipes derrière, elles sont soumises à cet aléa politique. On le sait, on ne va pas donner des leçons, on a ça chez nous. Donc voilà. Donc du coup, on doit appuyer ces équipes-là à se légitimer sur leur rôle de collecte. Je crois que c'est vous, on l'a tous dit, sur le rôle de mettre en musique ces données, et ensuite après pour le rôle de reporting ministériel pour la décision. Parce que si on fait des super plans et qu'il n'y a personne qui décide et qui met le tampon, eh ben on aura juste perdu du temps et de l'émotion. Voilà. Mais c'est là où j'envoie un signal, je pense que nos bailleurs doivent être là maintenant, et c'est maintenant qu'on va commencer la vraie histoire, quoi. Voilà. Bon, j'envoie un clin d'œil à Expertise France à l'AFD. Je ne sais pas ce que vous allez dire derrière, mais je ne parle pas directement de Sofreco et Énergie 50, je parle d'une manière générale, il faut que les bailleurs soient là. Parce qu'en fait, je voulais rebondir à ce que je voulais dire avant, rejoint en quelque part ce que disait Stéphane. Donc avant que vous rebondissiez, je rebondis un tout petit peu. Parce que par rapport à la mise en œuvre des CPDN, il y a une question clé, c'est les données, les chiffres. Les chiffres. Et toutes ces approches MRV sont fondées sur des chiffres. Alors moi, j'aime bien les chiffres, mais je ne suis pas un staccanoviste et un maniaque des chiffres, quoi. Mais je pense que les chiffres, il faut les aborder aussi sous l'angle de la compréhension des phénomènes qu'on veut analyser et qu'on veut prendre en compte. Parce que si on ne comprend pas les sujets dont on parle, on utilise des chiffres à tort et à travers et de façon non appropriée. Et on l'entend souvent en fait. On l'a quand même souvent entendu dans les discussions. D'utilisation de chiffres de façon totalement inappropriée, soit par méconnaissance du chiffre ou de ce qui est derrière le chiffre, soit par insuffisance de compréhension du problème. Donc je pense qu'un des éléments qui peut aider à la réalisation des CPDN, c'est pour les bailleurs de fonds de financer ces approches qui à la fois permettent de renforcer l'aspect chiffré tout en permettant de renforcer la compréhension des sujets. Et ça, bien sûr, comme le disait Stéphane, pas dans les forums environnementaux ou climatiques, dans les secteurs clés. Merci. Oui, justement, je pense qu'on a tout à fait intérêt à tous capitaliser sur ce qu'on a pu voir en accompagnant les processus d'élaboration CPDN qui, comme vous le disiez, ont été faits par les pays avec notre aide et non pas, c'est pas nous qui l'avons fait, on n'a pas voulu faire de l'ingérence, loin de là. Mais en tout cas, nous, en étant les témoins privilégiés de ce processus, on s'est vraiment rendu compte, et là je pense que je peux vraiment généraliser parce que nous, effectivement, dans notre rôle, on a pu aussi mettre en place l'appui technique en complémentarité avec d'autres programmes d'appui. Donc au-delà du travail qu'on a fait en collaboration avec tous les bureaux d'études qui ont travaillé dans le cadre de notre projet, on a aussi travaillé avec d'autres bailleurs dans le monde entier, sur d'autres continents, et on a pu voir qu'il y avait des scénarios, des choses qui se répétaient et des leçons à apprendre sur les mêmes leçons à apprendre sur les processus de façon indifférente, peu importe le pays qu'on appuyait. Et c'est notamment à travers le renforcement des capacités, donc effectivement les capacités pour savoir interpréter les chiffres, parce qu'on peut tout faire dire à des chiffres. Et en l'occurrence, là, nous, on aimerait effectivement qu'il y ait une capitalisation là-dessus,
des programmes d'appui pour renforcer les capacités au niveau de la population, donc par rapport à l'adaptation, des renforcements de capacités au niveau institutionnel pour décloisonner aussi un petit peu, je ne parle pas juste des renforcements au niveau des ministères de l'Environnement, mais justement parce que comme c'est une thématique transversale qui ne se cantonne pas qu'à ce ministère, malheureusement c'est un sujet qu'on donne de façon traditionnel toujours au ministère de l'Environnement, mais on s'est rendu compte avec ce processus hautement politique de CPDN que non, il n'y a pas que l'environnement. C'est vraiment c'est transversal et le seul moyen pour réussir justement à tenir ces engagements, c'est d'impliquer tous les ministères, tous les secteurs. Donc il y a ce renforcement de capacités institutionnelles et il y a le renforcement des capacités techniques. Donc, comme je disais, par rapport aux chiffres, apprendre à interpréter les chiffres, apprendre à produire des chiffres aussi, donc faire les études, parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y avait énormément de lacunes, des soucis de fiabilité des données qui existaient déjà. Donc il faudrait pouvoir capaciter les nationaux, les locaux, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes des études et voir au long terme. Donc nous, on est tout à fait d'accord. On aimerait tout à fait pouvoir appuyer. Oui, tout à fait. On a tous intérêt à tenir le même discours pour que derrière, on puisse appuyer les pays, qu'ils soient des pays comme donc les fameux 26 pays de ce projet ou d'autres pays. Tous les pays, enfin c'est un combat global, on l'a dit de toute façon, donc tous les pays qui sont lancés dans ce processus devraient vraiment renforcer leur capacité en ce sens. Et donc voilà, décloisonner, nous on a aussi ce message de décloisonner, ne pas rester que sur le ministère de l'Environnement. On a eu la chance sur les pays qu'on a appuyés de voir que ça a vraiment percolé à un très très haut niveau. Il y a des premiers ministres qui se sont saisis de l'élaboration de la CPDN, il y a des présidents. Donc voilà, nous on incite à ce que voilà, ça reste à ce niveau-là, que tout le monde mette la main à la pâte. Et nous, si on peut aider à travers de l'assistance technique à renforcer les capacités pour atteindre cet objectif, on le fera volontiers. Oui, merci, Imen. Je voudrais juste préciser, dans les CPDN, du moins dans celles que nous, on a élaborées avec notre consortium, on a fait des projections des émissions, donc il y a un scénario sans aucune mesure d'atténuation, ce à quoi on peut s'attendre pour un pays en développement. Bon, un pays en développement, forcément, le niveau de vie est censé s'améliorer, du moins on le leur souhaite. Donc la consommation augmentera, les gaz à effet de serre aussi. Il y a un premier scénario qui est élaboré en tenant compte des actions qui sont déjà en cours. C'est le scénario inconditionnel qu'on a déjà mentionné préalablement. Et il y a un autre scénario qui est un scénario inconditionnel qui suit les grandes stratégies nationales qui sont mises en place, mais pour lesquelles on a besoin soit de financement, soit de transfert des compétences supplémentaires. Et il faut bien noter que sur les scénarios inconditionnels de tous les pays se sont engagés déjà à réduire leurs émissions. Alors que, on le répétera jamais assez, les PMA, les pays les moins avancés, sont vraiment les moins émetteurs, mais à un niveau, bon, c'est juste complètement incomparable. Donc si eux, ils peuvent s'engager à réduire les émissions comme ils le font, d'une part, c'est bien qu'on puisse les aider à faire encore plus, les aider vraiment à se développer sur une économie bas carbone pour qu'ils évitent de faire comme les pays développés ont fait en s'appuyant énormément sur les énergies fossiles. Et ça montre vraiment d'une volonté de tous les pays de s'intégrer dans la lutte contre le changement climatique. Ça reflète extrêmement bien la question de la responsabilité partagée mais commune et différenciée. Merci. La responsabilité commune et différenciée du réchauffement climatique. Et j'espère vraiment que les négociations actuelles permettront de trouver les outils, les moyens de mettre en œuvre ces documents qui ont demandé un effort vraiment important de la part de tous les pays qui les ont élaborés, puisque c'est leur développement, c'est ce qu'ils seront demain, après-demain. C'est pas juste une affiche officielle pour dire oui, nous aussi, on va réduire nos émissions. Non, ils n'en sont pas là. Ils doivent se développer. Donc c'est vraiment pas rien pour eux. Et j'espère vraiment que les négociations pourront permettre de mettre en place les outils qui seront nécessaires à la mise en place de ces documents importants.
Et je remercie tout le monde autour de cette table pour leur participation dans ces missions sur le terrain et aussi à cette table ronde et à laquelle j'espère que j'espère que peut-être une autre fois on pourrait faire un point sur la mise en œuvre, où on en est, où on peut avancer, comment on a revu les CPDN, où en sont les pays et toutes ces choses-là. Merci à tous.